Alors bonjour et bienvenue à cette dernière capsule qui est la 5e sur le chapitre 5. Donc dans cette dernière capsule du chapitre 5, on va s'attarder au dernier sujet, soit les forces intermoléculaires. Donc les forces intermoléculaires sont des forces qui existent entre les molécules pour se tenir comme en groupe de molécules. Donc, pour pouvoir, comme vous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est, je vais faire une analogie avec des personnes. Donc, prenez par exemple quelqu'un, une personne. La personne est constituée dans son corps de plusieurs organes. Donc ça, c'est un petit peu comme les atomes dans une molécule. Donc une molécule serait une personne. Donc vous avez des atomes qui sont interreliés dans la molécule ensemble, comme la personne, elle a des organes qui sont interreliés à l'intérieur d'elle. Maintenant, quand vous prenez plusieurs personnes ensemble, puis vous créez un groupe, ben, le groupe de personnes va commencer à interagir entre eux. Okay? Donc, on va créer comme un groupe avec certaines liaisons, certaines amitiés, etc. Donc ça arrive aussi pour les molécules. Donc quand vous mettez plusieurs molécules ensemble, vous allez créer comme un groupe de molécules. Ils vont commencer à se parler d'une certaine manière, donc à interagir. Ces interactions-là, ce sont les forces intermoléculaires, donc vraiment entre les molécules. Donc comme lorsque vous avez un groupe de personnes, vous allez avoir des molécules qui vont se tenir un petit peu plus solidement ensemble, puis d'autres qui vont moins se tenir ensemble, parce qu'ils vont avoir moins d'affinité ensemble. Donc, comme des groupes de personnes, les molécules vont agir vraiment de la même façon. Si les molécules se tiennent très très fortes ensemble, ça va donner des états physiques, donc ça va contribuer à comment l'organisation des molécules va se faire. Ça veut dire que s'ils tiennent beaucoup ensemble, très très fort, ben là, on va avoir des états physiques un petit peu plus concentrés. Ça veut dire, par exemple, les solides, où tout est très compact. S'il y a moins d'interaction, on va être plus sous forme de liquide, etc., tout dépendamment de la température. Okay? Donc, on peut vraiment regrouper les trois grandes catégories de forces intermoléculaires. Donc ça va dépendre de si votre molécule elle est polaire ou non. Donc c'est pour ça que je vous ai dit que toute la chapitre 5 est pas mal reliée du diagramme de Lewis à la géométrie moléculaire 3D jusqu'à la polarité d'une molécule, puis finalement, pour terminer, les forces intermoléculaires. Donc, si on a déterminé qu'une molécule est non polaire ou polaire, ça va intervenir sur quel genre de force intermoléculaire elle est capable de faire, cette molécule-là, avec d'autres molécules pareilles. Donc, la première chose, c'est les forces qu'on va appeler les forces de dispersion. Ces forces-là sont les seules forces que les molécules non polaires peuvent faire. Donc, elles peuvent juste faire ces types de forces-là. C'est les forces qui sont les moins fortes, donc qui sont un petit peu plus faibles parmi toutes les trois possibilités. Si on va à quelque chose qui est un petit peu plus fort, donc les interactions qu'on appelle les forces dipôle-dipôle, eux sont possibles pour les molécules polaires. Donc les molécules polaires, en plus de faire des forces de dispersion, peuvent également faire des forces dipôle-dipôle qui sont beaucoup plus intéressantes pour elles. Donc, elles sont plus intéressantes parce que c'est plus d'énergie. Mais il existe une force qui est encore plus puissante que les forces dipôle-dipôle. Ce sont les forces qu'on appelle les ponts hydrogènes, ou souvent appelés ponts H. Donc ça se fait pour des molécules polaires spéciales. Puis dans les molécules polaires spéciales, c'est entre les hydrogènes et un oxygène, un azote ou un fluor. Pour savoir si une molécule est polaire spéciale, je vais vous en reparler. Je vais vous montrer c'est quoi les deux critères possibles pour savoir si une molécule est polaire spéciale. On va commencer d'abord par s'attarder aux deux premières forces. Mais on va mettre beaucoup plus d'emphase par la suite aux ponts hydrogènes. Pourquoi? Parce que les ponts hydrogènes sont vraiment les forces les plus importantes, étant donné qu'ils sont les plus fortes parmi tous le groupe qui existe. Alors, les forces dipôle-dipôle et les forces de dispersion, c'est quoi la grosse différence entre les deux? Donc, si on regarde pour des masses molaires égales, okay, les forces, puis des formes similaires, dans les substances polaires, les forces de dipôle-dipôle sont beaucoup plus intenses, ça veut dire sont beaucoup plus fortes que les forces de dispersion qui existent pour les molécules non polaires.
Donc, les molécules polaires vont se tenir généralement beaucoup plus ensemble, et cela parce que ça crée des forces beaucoup plus tenaces. Okay? Lorsque vous voulez passer d'une phase à une autre, par exemple, vous voulez passer d'une forme liquide à une forme gazeuse. Dans la forme liquide, les molécules se voient. Ça veut dire qu'ils sont capables de faire ces interactions-là. Donc, ils sont capables de faire, par exemple, des dipôles-dipôles. Lorsqu'on passe sous la forme gazeuse, donc si on fait bouillir le liquide, à ce moment-là, lorsque les molécules passent sous la forme gazeuse, toutes ces forces-là, on doit les défaire. Donc, c'est comme si vous aviez un groupe de personnes qui se tenaient ensemble, puis que là, vous décidiez de les séparer. Okay? Donc, les obliger à les séparer le plus possible. Mais ça, c'est de passer de la forme liquide à une forme gazeuse. Okay? Donc, c'est vraiment de séparer toutes les personnes. Donc, c'est la même chose pour les molécules, de les séparer pour pas qu'ils puissent se voir, pour pas qu'ils puissent interagir entre elles. Okay? Donc ça, ces interactions-là, il faut les briser quand on passe d'une forme, par exemple, liquide à une forme gazeuse. Donc, c'est ce qu'on vous parle ici ensuite. Donc, on vous dit que les forces intermoléculaires sont vraiment très, très importantes pour les molécules polaires. Et ça fait en sorte que leurs propriétés physiques, comme le point de fusion ou le point d'ébullition, ou l'enthalpie de fusion, donc l'énergie nécessaire pour arriver à faire la fusion ou l'énergie nécessaire pour faire de la vaporisation à pression normale, vont être beaucoup plus élevées. Okay? Si on prend un exemple ici, vous avez le C3H8 qui est une molécule non polaire. Okay? Donc, qui a une masse molaire là, de 44,10, ça bout à moins 42,1 degrés Celsius. Donc ça bout à une température pas mal basse. Par contre, si vous prenez une molécule qui est sensiblement la même grosseur, le CH3CHO, vous avez une masse molaire pas mal similaire à celle du C3H8. C'est important de comparer à peu près les mêmes grosseurs de molécules parce que la grosseur va influencer le nombre de forces qu'on pourrait faire. Donc, si on prend une molécule qui est trop grosse, ben c'est sûr qu'elle va faire plus de force parce qu'elle va avoir une plus grande surface. Mais si on prend des molécules sensiblement de la même grosseur, okay? Donc le CH3CHO et le C3H8 sont deux molécules à peu près la même grosseur, mais dans le CH3CHO, c'est une molécule polaire, tandis que les C3H8, je vous l'ai dit, c'est une molécule non polaire. Donc le CH3CHO, vu que c'est une molécule polaire, elle peut faire des forces dipôle-dipôle, qu'on a vu tantôt qui étaient plus fortes que les forces de dispersion que les molécules non polaires peuvent seulement faire. Ils ne peuvent pas faire d'autres choses. Ça crée que la température d'ébullition va être pour le CH3CHO de 20,2 degrés. Donc, c'est une différence de 62 degrés à peu près entre les deux. Ça c'est une différence qui est énorme. Ça veut dire que juste à cause des forces dipôle-dipôle, on a vraiment beaucoup plus de température à donner, okay, plus d'énergie à fournir, parce qu'on doit chauffer plus pour pouvoir passer de liquide à gazeux pour briser ces forces-là. Donc ça, c'est la différence entre les forces dipôle-dipôle et les forces de dispersion. On n'en parlera pas vraiment beaucoup plus que ça, juste que c'est vraiment la différence entre une molécule polaire et une molécule non polaire. Ce qui est vraiment important, ça va être les ponts hydrogènes. Les ponts hydrogènes sont des interactions très très fortes entre les molécules, donc entre deux molécules distinctes. C'est quoi qui interagit entre les deux molécules particulièrement? C'est un atome d'hydrogène qui va être attiré par un atome très très électronégatif d'une autre molécule. Okay? Donc, les atomes très très électronégatifs dans le tableau périodique, il y en a 3 en particulier qui nous intéressent, c'est l'azote, l'oxygène et le fluor, qui ont dans les valeurs les plus élevées d'électronégativité, donc autour de 3 pour l'azote, autour de 3,5 pour l'oxygène, puis autour de 4 pour le fluor. Donc ça va faire en sorte que ça va créer vraiment une grosse différence entre l'hydrogène, qui généralement n'a pas beaucoup d'électrons, et un atome qui est très très riche en électrons. Donc une charge comme presque charge plus, puis des charges presque charge moins pour les atomes qui ont beaucoup d'électrons. Donc comme on a vu, comme je vous ai parlé un petit peu plus tôt, dans d'autres capsules, j'ai dit que des charges plus puis des charges moins, ça s'attire. Donc c'est un petit peu ça qui arrive ici. On a des charges partielles, donc c'est pas des charges complètes, qui s'attirent.
Donc, les ponts hydrogène sont vraiment très, très fortes. Juste pour vous donner une idée par rapport aux forces de dispersion puis les forces de dipôle, l'énergie pour briser un pont H est d'environ 15 à 40 kJ par mol. Alors que pour les autres forces, ça va autour de 2 à 20 kJ par mol. Donc, c'est vraiment moins que une liaison de pont hydrogène. Okay? Une interaction pont hydrogène, c'est vraiment beaucoup d'énergie. Puis dans certaines molécules, avec certaines molécules, on peut faire plus qu'un pont H avec d'autres molécules autour d'elle. Ça fait en sorte que les propriétés physiques de ces molécules-là, qui sont capables de faire des ponts H, vont être très, très importantes. Okay? Ça va faire en sorte que leur état physique, leur point de fusion, leur point d'ébullition, l'enthalpie, donc l'énergie nécessaire, vont être beaucoup, beaucoup affectés à la hausse pour ce qui est de leur état liquide ou solide. Donc, c'est pour ça que lorsqu'on a la présence de ponts H dans des molécules comme l'eau est liquide à température de la pièce, alors que CO2 et SO3, eux qui ont des masses molaires encore plus élevées que la H2O, ont des températures d'ébullition qui sont beaucoup plus basses, puis qui fait en sorte que le CO2 puis le SO3, à la même température, sont des gaz. À la température de la pièce, à peu près 20 degrés, ça, ce sont des gaz, tandis que l'eau, c'est liquide. Pourquoi? C'est parce que l'eau fait des ponts hydrogène, tandis que CO2 et SO3 ne font pas des ponts hydrogène. Même s'ils sont des masses plus élevées, ça n'a pas beaucoup d'influence, ça ne les permet pas d'avoir plus d'énergie entre les molécules comparé à un pont hydrogène qui est beaucoup, beaucoup plus fort que les deux autres types d'interactions qu'on a vues. Donc, il faut se rappeler qu'un pont hydrogène peut seulement une interaction forte et pas une vraie liaison. C'est pas une liaison entre une molécule puis une autre, c'est une interaction. Okay? Comme deux personnes qui interagissent ensemble ne font pas une seule personne. Okay? Ça reste deux personnes, ils peuvent s'éloigner les unes des autres, etc., mais ils vont se parler. Okay? Donc, les ponts hydrogènes, c'est comme quand deux molécules se parlent. Okay? Puis ils sont intensément dans une discussion très, très intense entre eux. Puis ça fait qu'ils s'approchent, okay? Ils sont attirés l'un à l'autre. Okay? Mais c'est pas une liaison comme une liaison entre deux atomes, okay? Dans une molécule. Donc ce sont pas des liaisons covalentes ou ioniques, c'est vraiment des interactions. Donc ça, il faut faire attention entre une liaison covalente comparée à des interactions entre des molécules que je viens de vous parler, soit des forces dipôle-dipôle, des forces de dispersion ou encore les ponts hydrogène qui, eux, se font entre les atomes et ce n'est pas des liaisons covalentes ou des liaisons ioniques. Alors, comment on sait qu'est-ce qu'on a comme type d'interaction? Alors, ce que je vais vous parler, c'est faire un petit résumé de ce que je viens de vous dire jusqu'à maintenant. Donc ici, je fais un résumé sur les forces intermoléculaires. Donc, qu'est-ce que vous devez avoir? Vous devez avoir, lorsque vous avez des molécules non polaires, les molécules non polaires peuvent seulement faire des forces de dispersion, qui sont les moins importantes. Les molécules polaires, elles peuvent faire en plus des forces de dispersion, peuvent faire des forces dipôle-dipôle. C'est surtout ça, là, c'est surtout la portion force dipôle-dipôle qui sont importantes pour eux. Donc, c'est cette force-là qui est plus importante et plus forte que les forces de dispersion. Par contre, il existe une force encore plus importante, encore plus intense. Ce sont les ponts hydrogène. Puis ça, c'est seulement des molécules polaires spéciales. Donc, une molécule polaire spéciale, comme je l'appelle, entre guillemets, je vais vous expliquer un petit peu comment déterminer si une molécule est polaire spéciale. Donc, il faut que ça soit une molécule polaire en premier. Puis, je vais vous montrer c'est quoi les deux critères pour savoir si elle est spéciale. Donc, en plus de faire les deux autres types de forces, donc force de dispersion et force dipôle-dipôle, parce que c'est une molécule puis c'est une molécule polaire, elle peut en plus faire, étant donné qu'elle est spéciale, des forces qui sont appelées les ponts H, qui sont très très fortes. Okay? Donc ça, c'est ce généralement, on veut voir ce type de molécule-là, on veut savoir c'est lesquelles. Donc pour qu'une molécule polaire soit considérée comme spéciale, voici les deux critères qu'elle doit remplir.
Il faut vraiment remplir les deux critères. Pas juste un des deux critères, mais les deux. Premier critère, doit avoir au moins un doublet libre sur soit un oxygène, soit un azote ou soit un fluor. Il faut qu'il y ait au moins un doublet libre, donc 2 petits points, soit sur un oxygène, soit sur un azote, soit sur un fluor. Ça, c'est le premier critère. OK? Fait que si vous voulez là, vous donner des numéros, ça c'est 1, ça c'est critère 2. Le deuxième critère, c'est d'avoir au moins un H, donc un hydrogène, qui est lié à un oxygène, ou encore lié à un azote, ou encore lié à un fluor. Donc, il faut au moins une liaison O avec H, excusez, O avec H, ou encore une liaison N avec H, ou encore une liaison F avec H. Donc, il faut avoir une de ces trois types de liaisons-là dans votre molécule. Si vous en avez plus qu'une, c'est encore mieux. Comme pour les doublets libres, si vous avez plus qu'un doublet libre, il en faut au moins un doublet libre, un 2 points. Mais si vous en avez 2 ou 3, c'est encore meilleur. OK? Si vous répondez à ces critères-là, plus vous répondez à ces deux critères-là, c'est-à-dire plus que de doublets libres, plus que de H sur un de ces trois atomes-là, plus il y aura de possibilités de pont H. Donc ça veut dire que vous aurez des molécules qui vont faire plus de pont H, donc qui vont se tenir encore plus ensemble. Alors je vais revenir à la présentation pour vous montrer un petit peu quelques exemples de molécules qui font des ponts H. Pourquoi? Parce que c'est vraiment ce type d'interactions-là qui sont les plus particulières et les plus intéressantes pour nous. Donc, dans une molécule d'eau, qu'est-ce que vous pouvez voir? Une molécule d'eau répond aux deux critères. Comment ça? Mais si vous regardez, il y a deux doublets libres sur l'oxygène. Donc, il faut que ça soit sur un oxygène, un azote ou un fluor. Ici, c'est sur un oxygène, donc c'est parfait. Et vous avez au moins un hydrogène qui est relié à un oxygène. Ici, vous en avez même 2. Ce que ça permet de pouvoir faire des interactions pont H. Donc, ils sont présentés comme ça. Donc, vous avez une autre molécule d'eau ici qui interagit avec celle-là en interagissant entre le H et un doublet libre. Donc, vous avez une interaction, c'est les petits points rouges. Donc, qu'est-ce qui interagit entre eux pour faire le pont H? C'est un H d'une molécule d'eau avec le doublet libre d'une autre molécule d'eau. Donc, vous pouvez avoir plein de ponts H quand vous avez une molécule d'eau avec d'autres autour. Hein, vous pouvez aller jusqu'à ici, on en a 4 qui sont représentés avec la même molécule au centre, qui fait 4 ponts H avec d'autres molécules autour. Pourquoi? Parce qu'elle répond aux deux critères, mais elle répond à plus qu'une fois aux deux critères. Donc, c'est encore mieux. Donc ça, la molécule d'eau peut faire des ponts H, puis ça fait en sorte que lorsqu'on se retrouve sous la forme de, par exemple, solide, les molécules d'eau vont faire des ponts H de façon très, très, très particulière. Donc ça donne des formations, par exemple, des flocons. Donc les flocons de neige, c'est vraiment une démonstration très, très particulière des ponts hydrogènes lorsque la molécule d'eau passe de la forme liquide à la forme solide très, très rapidement. Okay? Donc, vous voyez ici, c'est ce qui se passe. Puis, dans la glace, bien évidemment, les molécules d'eau vont avoir vraiment une façon très, très spéciale de s'organiser pour faire le plus possible de ponts H, parce que c'est très, très fort pour les soutenir ensemble. Okay? C'est comme leur soudure pour se tenir ensemble. Puis, c'est ça qui fait en sorte que c'est difficile à briser là, de la glace, contrairement à de l'eau liquide qui est un petit peu plus facile, puis à du gaz, la vapeur d'eau qui est plus facile, là, on passe au travers facilement. D'autres molécules qui peuvent faire des ponts hydrogène, parce que la molécule d'eau, c'est super important qu'elle peut faire des ponts hydrogène. Sans les ponts hydrogène, on n'aurait pas d'eau liquide à la température de la pièce, ça veut dire qu'il n'y aurait pas on n'aurait pas de possibilité de vie. Parce que la vie a besoin de l'eau liquide pour pouvoir survivre. Dans notre corps, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eau. Puis c'est une source importante de ce qui nous forme, ce qui forme les cellules. Autre chose qu'on retrouve dans notre corps qui est super important, c'est l'ADN. Dans l'ADN,
l'ADN, comment elle est faite. Elle est faite en hélice. Hein, si vous l'avez déjà vu, vous allez voir en biologie dans un de vos cours de biologie, en fait, là, dans les prochaines sessions. L'ADN, comment elle se tient en hélice, c'est grâce à des ponts hydrogènes qui existent dans la molécule qui forme l'ADN en tant que tel. Okay? Donc, il y a plein de liaisons hydrogènes. Il y en a aussi dans les protéines. Donc, comment les protéines vont s'organiser ensemble dans notre corps, pour avoir leur forme particulière, c'est grâce beaucoup aux ponts hydrogènes. Donc, les liaisons hydrogènes, appelées ponts hydrogènes, ponts H, sont vraiment des forces super importantes pour la vie en tant que telle. Vous avez d'autres types ici de ponts H. Je ne vais pas m'attarder très longtemps. C'est des exemples un petit peu moins intéressants selon moi. Mais ce qui peut arriver, c'est qu'il y a certaines molécules qui vont se tenir comme en paire. Donc ça forme ce qu'on appelle des dimères. Donc c'est des ponts H qui vont exister entre deux molécules. Ici, par exemple, c'est des acides acétiques. Donc, l'acide acétique, c'est l'acide qu'on retrouve dans le vinaigre. Puis, ce qu'il fait, c'est qu'il va s'associer avec un autre acide, puisque ce que vous allez voir, c'est que vous avez un H ici, qui est lié à un oxygène. Donc, ça, c'est un des deux critères. Puis, l'autre critère, c'est d'avoir un doublet libre. Là, il y en a un ici sur cet oxygène-là. On en a même un deuxième ici sur le même oxygène. Donc, au moins un doublet libre sur un oxygène. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'il y a une interaction entre le doublet libre de l'oxygène et l'hydrogène qui est lié à un oxygène sur l'autre molécule. Puis ça, on a la même chose, mais comme ici, comme en miroir, comme un effet miroir. Fait que c'est pour ça que les deux s'attirent comme une clé rentre dans une serrure. Okay? Donc, ils sont comme compatibles. C'est pour ça qu'ils tiennent en groupe de deux. Mais c'est aussi possible d'avoir, dans certains cas très rares, comme dans l'acide salicylique, un pont qu'on appellerait un pont hydrogène dans une molécule. Donc, à cause de la forme de la molécule qui se replie sur elle-même, il y a un OH, donc une liaison H, donc un H qui est lié sur un oxygène, c'est un des deux critères, qui va être près d'un oxygène qui a au moins un doublet libre. Il y en a même deux sur cet oxygène-là. Ils ne sont pas dessinés, mais si vous voulez les représenter, là, je vais essayer de faire ici rapidement. Il y a un doublet libre ici, puis un doublet libre là. Donc, le doublet libre qui est ici va interagir avec le H qui est sur sur la même molécule, mais sur une autre partie de la même molécule. Puis ils se voient parce que ils sont proches parce que la molécule est faite comme ça, elle est faite comme repliée sur elle-même. Mais ça, c'est beaucoup plus rare d'avoir un pont hydrogène qu'on appellerait intramoléculaire, donc à l'intérieur d'une même molécule. Généralement, c'est entre plusieurs molécules, donc intermoléculaire. Donc, la prochaine question qu'on va se demander, c'est est-ce que vous avez ici des interactions intermoléculaires de type pont hydrogène dans les molécules qu'on a utilisées pour l'exercice 1, l'exercice 2 et l'exercice 3. Ça veut dire on l'a dessiné en diagramme de Lewis, on a dessiné en 3D, puis on a déterminé si la molécule est polaire ou non. Donc, on va avoir besoin de ces informations-là pour pouvoir décider si une molécule peut faire des ponts H, oui ou non. Donc, pour faire ça, il va falloir déterminer si, est-ce que les molécules sont polaires? Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, une fois que vous avez déterminé si la molécule est polaire, il faut savoir si la molécule est polaire spéciale. Donc, qu'est-ce qu'elle répond aux deux critères? Ça veut dire, est-ce qu'elle a au moins un H lié à un oxygène, un azote ou un fluor? Et le deuxième critère, c'est avoir au moins un doublet libre sur un oxygène, un azote ou un fluor. Donc, ce sont les deux critères. Là, je les ai inversés dans l'ordre. Là, je viens de me rendre compte de ça, mais ça n'a pas d'importance. C'est quel critère que vous considérez comme 1, puis l'autre critère comme 2. Vous devez remplir les deux critères de toute façon pour pouvoir avoir des ponts H. Donc, vous pouvez essayer de faire l'exercice avec les molécules qui sont là, qu'on a déjà vues dans les autres exercices du chapitre 5. Si vous êtes capable de déterminer lesquels font des ponts H. Sinon, je vais quand même vous donner la réponse par la suite. Donc, je vous demanderai d'essayer. OK? Donc, de mettre la vidéo à pause, d'essayer par vous-même. Puis ensuite, de venir regarder quelle est la réponse pour l'exercice en question.
Alors, regardons ensemble ce que j'ai comme réponse. Donc, on va regarder d'abord pour la molécule d'eau. Évidemment, la molécule d'eau, on vient de la voir dans les exemples que j'ai donnés sur des molécules qui peuvent faire des ponts H. Donc, évidemment, la réponse est que oui, elle peut faire des ponts H. Mais la première chose que vous devez regarder, c'est est-ce que la molécule est polaire? Dans l'exercice 3, pour savoir si les molécules sont polaires, on a vu que la conclusion, c'était que c'est une molécule polaire. Donc, ça, c'est déjà ça. Donc, vu que c'est une molécule polaire, la prochaine question, c'est de se demander, est-ce que c'est une molécule polaire spéciale? Donc, est-ce qu'elle répond aux deux conditions? Donc, si vous voyez ici, j'ai entouré en bleu les hydrogènes qui sont liés à un oxygène. Donc, ça, c'est un des deux critères. Et j'ai aussi au moins un doublet libre. Donc, j'ai encerclé et entouré en rouge ici. Le deuxième critère, soit avoir au moins un doublet libre sur un oxygène. Donc, ici, j'en ai même deux. Donc, j'ai deux H sur un oxygène, puis j'ai deux doublets libres sur un oxygène. Donc, ça répond aux deux critères. Donc, oui, on peut faire des ponts hydrogène avec une molécule d'eau. Et avec une autre molécule d'eau. Donc, deux molécules d'eau ensemble peuvent faire des ponts hydrogène. Maintenant, si on regarde pour une molécule de CO2, on avait vu que, par notre conclusion, c'était que c'est une molécule non polaire. Donc déjà, je sais que par défaut, cette molécule-là ne peut pas faire des ponts hydrogène parce qu'elle n'est même pas polaire. Donc, elle peut faire uniquement des forces de dispersion vu que c'est une molécule non polaire. Donc déjà, on a éliminé une molécule. Si on regarde CH4, même chose, molécule non polaire, donc ne peut pas faire de pont H. Donc automatiquement, vu que c'est une molécule non polaire, peut juste faire des forces de dispersion. Prochaine molécule, CCl4. La CCl4, c'est une autre molécule non polaire. Donc, c'est ce qu'on avait comme conclusion dans l'exercice 3. Donc, vu que c'est une molécule non polaire, elle ne peut pas faire de pont H parce qu'elle peut juste faire des forces de dispersion. Parce qu'il faut que ça soit une molécule polaire pour pouvoir faire des ponts H. Polaire spéciale. Donc, si elle est non polaire, c'est un cul-de-sac. On ne peut pas continuer. Maintenant, PCl3, vous avez une molécule polaire. Donc là, il faut se poser la question, est-ce que c'est une molécule polaire spéciale? Dans la molécule de PCl3, il n'y a ni oxygène, ni azote, ni fluor. Donc déjà, j'ai aucun des atomes qui permettrait de répondre aux deux critères. Donc j'ai aucun des deux critères qui sont répondus dans cette molécule-là, c'est sûr. Donc ça ne fait pas de pont H. Okay? Donc même si je dessinerais les doublets libres sur les chlores, ça ne changerait rien. Maintenant, si je regarde la molécule de CH2O, dans la molécule de CH2O, c'est une molécule polaire, donc il faut se demander si c'est une molécule polaire spéciale. Donc, parmi les deux critères, elle répond à un des deux critères, lequel? Celui d'avoir des doublets libres sur l'oxygène. Okay? Donc ici, là, dans la représentation de Lewis, on l'aurait vu qu'il y a des doublets libres. Donc souvent, plutôt que d'utiliser la forme 3D, la forme de géométrie moléculaire, où on ne dessine pas nécessairement tous les doublets libres sur les atomes périphériques, vous avez peut-être mieux d'utiliser la forme de Lewis pour pouvoir déterminer si une molécule est polaire spéciale, donc si elle est spéciale. Donc ici, elle répond à un des deux critères, soit avoir au moins un doublet libre sur un oxygène, un azote ou un fluor, ici c'est sur un oxygène. Par contre, elle n'a pas d'hydrogène qui est lié à un oxygène, un azote ou un fluor. Les hydrogènes, ici, sont liés à un carbone. Ce n'est pas dans les critères possibles. Donc, on ne peut pas utiliser ces hydrogènes-là. Donc, ça répond juste à un des deux critères, donc ne fait pas de pont H. Donc, c'est une molécule polaire, mais elle ne peut pas faire de pont H, comme celle qu'on avait ici. Prochaine, COF2, même problème. C'est une molécule polaire, mais quand on se demande si c'est une molécule polaire spéciale, on a le même problème. Pourquoi? Parce qu'on n'a même pas de H là-dedans. Donc, c'est sûr qu'il n'y a pas de H qui est lié à un oxygène, un azote ou un fluor. Il n'y a pas de H. On a des doublets libres sur un oxygène. On en a même sur les fluors, j'ai oublié de les mettre. Donc, on a plein de doublets libres là-dessus. Là, okay? Tous ces doublets libres-là, je pourrais tous les encercler, les entourer. Ici, je vais le faire rapidement, là, juste pour vous le montrer. Tous ces doublets libres-là pourraient être considérés comme des doublets libres qui répondent à un des critères. Mais j'ai rien qui répond à l'autre critère. Donc, puisque je réponds juste à un des deux critères, mais pas au deuxième, elle ne peut pas faire de pont H. Même si elle est polaire, vu qu'elle répond juste à un des critères, ça ne marche pas. Maintenant, prochaine molécule. CH3OH. Dans CH3OH, c'est une molécule polaire. Donc, ça va bien. Est-ce que c'est une molécule polaire spéciale? Donc, on regarde les deux critères. Premier critère, avoir un H qui est lié à un oxygène, un azote ou un fluor. J'en ai un ici. J'ai un lien avec un H puis un oxygène.
Deuxième critère, avoir au moins un doublet libre sur un oxygène, un azote ou un fluor. J'ai 2 doublets libres sur l'oxygène. Donc oui, je réponds au deuxième critère en plus de répondre au premier critère. Donc oui, cette molécule-là peut faire des ponts H. Donc le CH3OH, dans la liste, c'est la deuxième molécule avec l'eau qui peut faire des ponts H. Maintenant, dernière molécule, elle aussi, c'est une molécule polaire. Donc, elle aussi, on doit se demander si c'est une molécule polaire spéciale. Et oui, c'est une molécule polaire spéciale. Pourquoi? Parce qu'elle répond aux 2 critères. Elle répond beaucoup aux 2 critères, en fait. Si on regarde, elle a au moins un H qui est lié soit à un oxygène, un azote ou un fluor. En fait, j'ai un H ici lié à un oxygène, puis j'ai 2 H ici liés à un azote. Donc, c'est 3 hydrogènes qui répondent à ce critère-là. Puis le deuxième, c'est d'avoir au moins un doublet libre, donc 2 petits points, qui sont liés soit à un oxygène, un azote ou un fluor. Donc ici, je vois que j'ai au moins un doublet libre, j'en ai même 2 sur un oxygène, puis j'en ai même un autre sur l'azote. Donc ça, c'est 3 doublets libres qui répondent au deuxième critère. Donc oui, cette molécule-là peut faire des ponts H. Donc ça répond vraiment à tout ce qu'on a à voir sur le chapitre 5 en tant que tel, et savoir si les molécules peuvent faire quoi comme type d'interaction. Donc, si vous n'avez pas encore regardé quelles sont les informations quelles sont les notions qui vont être nécessaires pour l'examen 1, je vous conseille de les regarder. Puis, si vous avez des difficultés, dès le diagramme de Lewis, vous devez régler ces problèmes-là. Ou encore avec la 3D, vous avez à régler les problèmes dès les premières portions du chapitre 5. Pourquoi? Parce que tout découle jusqu'à savoir quel type d'interaction une molécule peut faire. Donc, quel type de force intermoléculaire elles peuvent faire entre elles, les molécules. Donc, c'est super important de faire des exercices et de poser vos questions. Donc, d'ici au prochain chapitre, continuez à travailler. Puis, on va se voir à ce moment-là. Donc, à la prochaine!